Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo-ci, comme d'habitude, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites, dont la dernière pour le Cold Winter Challenge. Donc la lecture pour le Cold Winter Challenge, il me semble que c'était la dernière celle-ci. Il s'agit de Animal, donc le deuxième tome, La prophétie de la Reine des Neiges, écrit par Victor Dixon et qui est publié chez Folio, je crois, dans leur pôle fiction. J'avais beaucoup aimé le premier tome et dans ce tome-ci on retrouve les deux personnages principaux du premier tome, c'est-à-dire Gaspard et Blonde. L'histoire se poursuit directement après la fin du premier tome où ils sont sur la fameuse île des Berserkers et on a en gros une prophétie qui est la prophétie de la Reine des Neiges qui est en train de se mettre en place et qui menace en fait tout le monde et bien sûr Blonde est en charge en gros de l'arrêter cette prophétie. Et honnêtement, ça faisait longtemps que ce livre traînait dans ma palle. Je devais le lire l'année dernière dans le cadre du Cold Winter Challenge, je l'avais pas fait et du coup je m'étais dit bon, là faut que je le sorte. Et honnêtement, j'ai eu très tort de ne pas le sortir plus tôt parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Toute l'histoire est racontée sous forme épistolaire, enfin toute, une grosse partie du moins. On a Andersen, donc le fameux écrivain des contes d'Andersen, donc la petite sirène, la Reine des Neiges notamment, qui lit les lettres de Blonde qu'il a rencontrées à un moment dans l'histoire. Et tout est écrit de point de vue épistolaire d'une lettre de Blonde à Andersen. Et j'ai trouvé ça super sympathique comme façon de décrire l'action. Les lettres des fois se coupent à des moments où on ne s'y attend pas. J'aime beaucoup le personnage d'Andersen qui dans ce cadre-ci est un jeune homme qui cherche l'inspiration à tout prix et on navigue constamment comme dans le premier tome entre fiction et réalité, c'est-à-dire que Victor Dixon se rapproche au plus près de la réalité pour nous fournir une explication de sa façon de voir le monde, de sa façon de mettre en place l'histoire. Il a tissé toute une trame en fait de ces faits historiques pour en faire une histoire vraiment fantastique pour le coup et j'ai vraiment apprécié ce côté-ci, vraiment très centré histoire. On a à la fin carrément une petite chronologie, donc entre, pareil, réalité et fiction. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Blonde, j'ai beaucoup aimé et adoré Andersen. Gaspard, on le voit beaucoup moins dans ce tome-ci. Je trouve que comme dans le premier tome, c'est un petit personnage faire valoir. Il fait avancer l'histoire, mais en gros, il n'est pas très présent. On retrouve bien sûr les protagonistes du tome précédent et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, notamment les nonnes chez qui Blonde a grandi, le maître de Gaspard. Donc en bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je clôt enfin cette saga-là, je ne la lirai plus, c'est fini. Je suis contente de l'avoir terminée, je vais garder les livres parce que ça reste de très bonnes lectures. Et j'ai vraiment bien apprécié cet univers. Ensuite, un livre qui était à ma palle du mois de fin janvier, début février. Il s'agit de Sangre, donc le tome 2 Felsogyo, l'inexorable fâcheux, écrit par Arleston et Flock et qui est publié chez Soleil. On continue la quête de vengeance que Sangre avait entamée dans le premier tome. Donc pour rappel, Sangre, quand elle était petite, ses parents et son frère ont été assassinés par 7 mécréants, malfrats, enfin bref, voleurs. Il lui arrive toute une histoire quand elle est petite et elle veut se venger à tout prix. Dans le premier tome, elle commence sa traque. Elle en trouve un et dans le deuxième tome, elle en trouve 2. Donc on continue sur cette quête de vengeance et on continue sur la découverte du monde de Sangre, qui est vraiment très particulier. Donc on passe limite d'une planète à une autre à travers des portails et je trouve toujours aussi beau le trait de Arleston. Honnêtement, j'aime beaucoup. Pour ceux qui aiment Landfust de 3, vous retrouverez son style assez particulier. C'est très sanglant, c'est horrible, surtout ce tome-ci est beaucoup plus axé psychologie que le premier tome, c'est-à-dire que la quête de vengeance de Sangre se passe d'un point de vue vraiment psychologique envers celui qu'elle cherche à tuer, on va dire. On voit à quel point Sangre peut devenir vraiment cruel et aussi ses aspects positifs parce qu'il y a un petit garçon qui se rajoute dans cette histoire et qu'elle apprécie beaucoup, qu'elle cherche à faire évoluer positivement.
Donc voilà, c'est court, c'est bon. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le 3e tome en ma possession, mais malheureusement, il n'est pas encore sorti. La dernière lecture de ce point lecture, il s'agit de Reine de cendre, le premier tome de la trilogie du Tearling, écrit par Erika Johansen et qui est publié chez Le Livre de Poche. Ce livre aussi, vous l'avez vu partout. Dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Casey. Casey, elle a grandi dans la forêt. Elle a une éducation assez particulière faite par 2 parents adoptifs qui l'ont formée en fait à être une reine responsable parce qu'en fait, elle est la fille de la reine défunte de ce royaume du Tearling. Pendant toute son enfance et adolescence, puisqu'on la retrouve à l'âge de 19 ans, le royaume a été gouverné par son oncle. C'est un homme pas très fin politiquement parlant. Il ne vit que pour son opulence personnelle et son petit confort, donc forcément pas un très bon souverain. La garde de sa mère, qui devait la récupérer à ses 19 ans, va la chercher et va la ramener au palais. Donc ça, c'est le pitch de début de l'histoire. Une grande partie de cette histoire est concentrée sur la façon dont Kelsey va arriver au fameux château, et après une autre sur le début de son règne. Ce livre aussi, il foisonne de rebondissements, mais vraiment il foisonne, il n'y a pas d'autre mot. Les premières pages sont directes dans l'action. On voit la traque de Kelsey en fait, parce qu'il y a des personnes qui veulent l'amener au château, et bien sûr il y en a qui ne veulent à tout prix l'empêcher. J'ai beaucoup aimé l'univers en fait qu'a développé l'auteur, parce que dans cet univers-ci, on a comme une espèce de dystopie qui se met en place, c'est-à-dire que le royaume de Tearling est apparu apparemment un beau jour au milieu de notre terre actuelle, et tous les habitants qui étaient sur la terre actuelle, qui étaient bien sûr menacés, je pense, d'extinction à cause de tout un tas de catastrophes naturelles, qui eux étaient avancés très technologiquement, sont partis, une partie, du moins deux, dans ce nouveau royaume du Tearling et ce nouveau continent qui avait émergé, parce qu'on a d'autres pays également qui composent ce continent autre que le Tearling. Et en fait, on voit cette différence entre le passé, où on nous parle de livres électroniques notamment, du fait que les imprimeries ne marchaient quasiment plus, et ce présent très moyenâgeux, c'est-à-dire que les gens n'ont plus rien du tout, ils n'ont plus rien du tout de technologique, les médecins n'existent quasiment plus. On a quelques bribes de médecine qui viennent de ce monde hyper technologique qui ont été conservées à Mormen, donc le royaume ennemi de celui de Kelsey. Cet aspect-là m'a vraiment, je trouve, intriguée, parce qu'on en apprend tellement peu, c'est tellement distillé au compte-gouttes, ce passé du Tearling, d'où viennent les gens, comment ils sont arrivés ici. On voit qu'il y a un soupçon de magie, mais on ne comprend pas pourquoi il est là, d'où il vient, comment ça se fait qu'avant il n'y avait pas de magie apparemment et qu'elle est apparue. Enfin voilà, c'est plein de questionnements dont on ne connaît pas la réponse dans ce tome-ci, mais apparemment dans les suivants, oui. Et à côté de ça, on a Kelsey qui fait son arrivée au pouvoir, enfin du moins sa tentative d'arriver au pouvoir. Kelsey, en fait, elle n'a pas été élevée dans le faste, dans les intrigues de cour. On l'a juste appris à raisonner et on l'a élevée au contact de la nature. Donc elle est un petit peu perdue, mais sauf qu'on lui a donné les bons atouts pour comprendre son monde, pour comprendre son royaume. Et c'est une jeune femme qui est très décidée, qui veut à tout prix tout faire toute seule. Elle n'a pas envie en fait que quelqu'un la chouchoute ou du moins lui prenne la main. Elle veut continuer à avoir son indépendance, mais elle sait aussi, parce qu'elle est très intelligente, s'entourer des bonnes personnes. Et on voit cette jeune femme qui, à la base, n'est pas du tout une princesse conventionnelle, se transformer vraiment en reine. Et en plus de tout ça, donc ce passé qui était technologique, ce présent que l'on suit actuellement, on a à chaque début de chapitre des petits encarts, donc soit des poèmes, soit des extraits de discours. On parle en fait du règne de Kelsey, mais dans le futur. C'est-à-dire qu'on a en gros des gens qui ont écrit 200 ans après, des poèmes sur elle, parce que c'est en gros le renouveau du Tearling. À l'heure où on est dans le roman, pour l'instant Kelsey est très mal barrée. Elle est en guerre contre Mormen, on se dit qu'ils vont se faire casser la figure par Mormen, mais grâce à ces petits encarts, là je vous divulgue rien du tout, on sait que en fait elle va réussir son coup, mais on sait pas comment, et ça c'est aussi un aspect super intéressant du roman, c'est que ok, elle est devenue une super grande reine, apparemment c'était la reine du Tearling, celle qui est adulée dans le futur, mais on ne sait pas comment elle a réussi à devenir cette reine du Tearling, comment elle va réussir à se débarrasser de la reine de Mormen, qui est une sorcière, on va dire, clairement. Ces contextes narratifs bien différents sont super intéressants, et puis concernant les autres personnages, j'adore Massu, j'adore le Fetch qui est super mystérieux.
On se dit qu'il va se passer probablement quelque chose avec Elsie à un moment ou à un autre, mais clairement, il n'y a aucune romance dans ce roman. Et ça, pour une fois, ça change. Kelsey est une jeune femme, donc on se retrouve clairement dans du young adulte, voire du new adulte, ou quasiment quelque chose comme ça. Mais on n'a aucun code de ce genre de roman-ci. On est vraiment dans un pur roman de fantasy, avec des touches dystopiques, des touches de science-fiction un peu. Et voilà, c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est une petite bricasse, je trouve, parce que c'est écrit quand même assez petit, c'est quand même assez gros. Mais voilà, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur, il se passe toujours plein de trucs. On est soit sur de l'action pure, soit sur des intrigues, soit sur de la réflexion, ou cette envie de savoir comment elle va réussir son coup, Kelsey. Je ne peux que faire partie des adhérents à cette série. Honnêtement, je pense que le deuxième tome va être lu assez rapidement. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture et je suis contente d'avoir découvert cette série. Donc voici pour mes 3 dernières lectures. Si vous avez des conseils de lecture qui ressemblent à ce que vous avez vu, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un ou plusieurs de ce livre, n'hésitez pas, surtout sur La Reine de Tyrelling. Je suis vraiment mal disposée à échanger sur ce livre parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'informations et beaucoup de choses à me mettre sous la dent avec ce roman-ci qui est un contexte narratif tellement complexe que c'est vraiment très bon pour les lecteurs assidus de fantasy comme moi. Donc n'hésitez pas à me parler si jamais vous l'avez lu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.